Bienvenue dans le débat consacré aux élections législatives en France. Les Français qui se rendent aux urnes dimanche pour ce second tour. Selon le dernier sondage, le Rassemblement national devrait obtenir une majorité relative à l'issue du second tour. Il obtiendra entre 210 et 240 sièges devant un bloc de gauche et un autre bloc de la majorité présidentielle. Emmanuel Macron a appelé un large rassemblement démocrates et républicains face au RN. Gabriel Attal a appelé quant à lui à la composition d'une assemblée plurielle. Une assemblée plurielle avec donc différentes forces politiques qui seraient représentées. Marine Tondelier des Verts ou encore François Ruffin ne ferment pas la porte à une coalition éventuelle, même si la France insoumise a exclu pour l'instant d'y participer. Marine Le Pen dénonce quant à elle la mise en place, je cite, d'un parti unique et de ceux qui veulent conserver le pouvoir. Alors quels sont les scénarios possibles? La majorité absolue du RN et une cohabitation avec Jordan Bardella, une majorité relative du RN et une cohabitation avec une coalition hors RN, un retour au régime parlementaire, un blocage des institutions. Bref, quel sera le paysage politique le 8 juillet prochain? On va poser toutes ces questions à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Pascal Richer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au Nouvel Obs. On peut voir la couverture d'ailleurs s'afficher. Éviter le pire cette semaine. Chronique également du 1er juillet qui est la vôtre sur le macronisme clap de fin. Bienvenue à vous. Roselyne Fèvre est avec nous ce soir. Bonsoir Roselyne, chef du service politique de France 24. Et puis Henri Vernet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir, rédacteur en chef adjoint au Parisien aujourd'hui en France. La une du Parisien ce soir? Demain, ce sera justement le grand flou, avec une assemblée vide, parce qu'on ne sait pas du tout à quoi elle ressemblera, et donc c'est très flou, avec en plus ces différents appels et tous ces scénarios que vous évoquez. Tous ces scénarios dont on va parler ce soir, dont je parlais de ce tout dernier sondage IFOP, qui annonce que le Rassemblement national devrait obtenir entre 210 et 240 sièges. Bien sûr, il faut prendre ce type de sondage, bien sûr, avec des pincettes. En tout cas, eux prônent une majorité relative. On va d'abord faire un point en images avec Romain Michelot. À quoi pourrait ressembler la nouvelle Assemblée ? Selon un sondage réalisé par IFOP, l'hémicycle serait divisé en 3 blocs. L'extrême droite hériterait de 210 à 240 députés, loin de la majorité absolue fixée à 289 sièges. Deuxième bloc, la gauche du nouveau Front populaire et ses 170 à 200 sièges. Troisième bloc, celui du camp présidentiel qui pourrait avoir entre 95 et 125 élus. Selon ce dernier sondage, la vague de désistement de candidats de gauche et d'ensemble, 224 recensés dans l'entre-deux tours, empêcherait toujours l'élection de candidats d'extrême droite. Un appel au Front républicain dénoncé par le Rassemblement national. Je me mets à la place, moi, d'un électeur d'Emmanuel Macron à qui on vient de dire dimanche prochain, votez pour les candidats de M. Mélenchon, que le président de la République lui-même accusé d'être un parti antisémite, communautariste, anti-parlementariste, et à qui on vient dire aujourd'hui on s'est réconcilié, allez voter pour eux, je trouve que c'est étrange. Mais la gauche et le camp présidentiel le rappellent, il s'agit avant tout d'une alliance de circonstances contre l'extrême droite, pas d'une coalition, du moins pour le moment. En attendant, ils appellent les électeurs à continuer de se mobiliser, car c'est bien le suivi des consignes de vote qui déterminera la composition de la nouvelle Assemblée. Roselyne, est-ce qu'on peut dire que ces désistements de la gauche et du camp présidentiel ont fait bouger les rapports de force, ça on peut le dire? Oui, c'est de l'arithmétique. Ça réduit par 3 forcément les chances du Rassemblement national. En tout cas, ça n'arrange pas les affaires du Rassemblement national. Pourtant, il y a beaucoup de triangulaires. Il y en a 95, il y a 200 désistements. Et effectivement, ça réduit les chances. Et on le voit, d'ailleurs, dans les sondages. Alors, bien sûr, vous le disiez à l'instant, il faut être prudent. Mais force est de constater que lors du premier tour, les sondages ne s'étaient pas trompés. Donc là, il faut quand même encore un peu de temps. On va voir demain, parce qu'il y a eu les dépôts des listes définitifs. C'était mardi à 18h. Donc, il faut le temps que tout ça repose et demain on aura le dernier sondage parce que vendredi je crois que un Ipsos qui est attendu demain. Un Ipsos qui est attendu, un autre Ipsos qui est attendu demain. Pascal Richer, ces désistements, est-ce qu'ils sont la garantie que les électeurs vont voter contre le RN? Non, pas du tout. Non. En fait, dans le Front républicain, c'est un front à double détente. Il y a d'abord les désistements qui sont bien passés. Il y a eu quand même, ils ont fait le maximum, 200, ils ont fait le plein. Oui, je ne pense pas qu'ils espéraient mieux que cela. Et puis ensuite, il y a les reports de voix.
Et là, effectivement, Jordan Bardella, ça me fait de la peine de dire qu'il n'avait pas tort, parce qu'en général, je suis en désaccord avec lui. Mais là, il n'a pas tort de dire que c'est assez difficile pour un électeur, par exemple macroniste, d'aller voter LFI, ou pour un électeur de gauche, d'aller voter pour la droite. C'est plus difficile. Donc, pour que ce barrage marche, il faut vraiment que les électeurs se fassent un petit peu violence en se disant qu'ils vivent un moment historique et que le risque est énorme, et effectivement, à voter pour quelqu'un qui n'est pas leur tasse de thé, si je puis dire. Surtout que les consignes de vote, par exemple, on a entendu hier Gabriel Attal dire qu'il n'en donnerait pas. On va l'écouter, Gabriel Attal. Mais chacun est libre. Ouais. Voilà. Et par ailleurs, je vais vous dire, ceux qui sont le plus libres, c'est les Français qui décident de leur vote. Moi, j'ai jamais aimé, par exemple, le terme consigne de vote. Parce que je trouve... Les Français, heureusement, il y en a qui sont derrière nous. Est-ce que vous répondez à des consignes? Mais ils n'ont pas de micro. Bah non. Non, mais ils font nom de la tête. Non, mais ils font nom de la tête. On ne répond pas à des consignes. Enfin, un Français, un citoyen, il va voter en son âme et conscience. Pas de consigne, Gabriel Attal. Moi, j'ai alerté. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai alerté en disant qu'il y a un risque d'une majorité absolue Rassemblement national de l'extrême droite. Alors qu'il n'y en a pas. J'ai détaillé tout ce qu'il y a dans leur programme qui serait terrible pour le pays. Et donc, j'ai eu un mot d'ordre qui est de dire il ne faut pas une voix pour le Rassemblement national. Alors, dans ce cas-là, les Français, ils font ce qu'ils veulent. Henri Vernet, donc pas de consignes de vote du côté de la majorité présidentielle, des consignes de vote plus claires du côté de la gauche, mais effectivement, est-ce que les électeurs vont les suivre? C'est ça qui reste l'incertitude. Oui, ça on peut jamais le savoir. Il a raison d'ailleurs de se tourner vers un public qui a priori avait l'air un peu plus jeune et qui, en effet, n'est pas forcément familier des consignes. Vous savez, le côté front républicain et les consignes, c'est un petit peu la politique, non pas à la papa, mais c'est une politique que, d'abord, le Front républicain s'est vraiment exprimé à plein quand le FN, le Front national de Jean-Marie Le Pen, est vraiment apparu sur le devant de la scène, donc ça, des années 90. 2002, ça a fonctionné à plein. On se souvient d'ailleurs du grand élan qu'il y avait, y compris dans les rues et chez les jeunes, notamment, entre les deux tours de cette présidentielle, où pour la première fois le FN arrivait au second tour. Mais c'est vrai que cet aspect de consigne, en plus, de toute façon, au même rythme que c'est usé un petit peu à la parole politique et qu'à prospérer la défiance envers les politiques de manière générale, eh bien oui, ces démarches générales de suivre des mots d'ordre, se sont totalement érodées. Néanmoins, là, ce qui est quand même frappant, c'est que d'ailleurs, c'est ce qu'a souligné Pascal Richet, c'est vrai que, en tout cas, au niveau des états-majors, au niveau des partis, force est de constater que ça a quand même marché, les désistements. En effet, on n'en attendait certainement pas autant. Il y aurait pu en avoir plus. Alors, dans le cas de Gabriel Attal, évidemment, c'est un peu complexe, parce que sa famille politique à lui, c'est-à-dire le camp présidentiel, c'est une majorité composite, elle n'était pas tellement alignée. On voit bien qu'il y avait de sacrées différences entre Horizon d'Édouard Philippe et Renaissance. En tout cas, par exemple, je peux vous dire que dans le cercle rapproché autour du président, les conseillers poussaient pour réellement, non, c'est un barrage anti-RN, et donc y compris LFI. Simplement, ça, il y a pas mal de gens dans cette majorité, donc je parlais d'Édouard Philippe, mais pas seulement lui, qui ne voulaient pas entendre de pouvoir favoriser des candidats LFI. Donc c'est ça aussi qui gêne un peu Gabriel Attal, c'est le fait qu'ils n'étaient pas tous sur la même ligne, puisqu'il y en a pour qui, clairement, c'est ni RN, ni LFI. Bon, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, d'anciens ministres comme des ministres sortants, plus exactement, comme Olivia Grégoire, quelques-uns. D'ailleurs, si on remarque bien, ceux qui étaient dans l'ancien monde, qui étaient des LR, voire des UMP pour les plus anciens. Donc, il y a aussi cette gêne-là, c'est-à-dire qu'en effet, c'est moins clair que ce qui s'est passé à gauche, par exemple. C'est pas aussi clair. On va écouter d'ailleurs Marine Le Pen, qui, elle, évoque ces désistements. C'est le grand rêve d'Emmanuel Macron, en fait, le parti unique. Voilà, le parti unique qui va de la France insoumise au LR. Mais ce parti unique, c'est le parti de ceux qui veulent conserver leur place, en réalité, qui veulent conserver le pouvoir contre la volonté du peuple. Et quel va être le projet ? Parce que moi, j'ai vu à l'Assemblée nationale, c'est LFI qui domine. Faut pas rêver, parce qu'ils sont les plus violents, parce qu'ils sont les plus agressifs. En réalité, ils pèsent sur les autres. Et les autres se soumettent à leur volonté. Rosine, donc effectivement, elle inverse l'argument. Ce parti unique, c'est son côté... Oui, mais ça, c'est une vieille antienne du Rassemblement, du Front National même. Jean-Marie Le Pen, qui parlait des copains et des coquins. L'UMPS, tous pareils. Donc... Mais elle s'adresse à ces 10 millions d'électeurs, là, peut-être, quand elle dit ça. Bien sûr, non, mais c'est une grande tactique du Rassemblement national. C'est, voyez, vous allez voter pour des gens qui sont du pareil au même, et nous sommes vraiment différents. Nous sommes les seuls qui sommes l'alternative, en gros, à
à cet État qui se tient la main, qui gouverne depuis des années, et si vous voulez une vraie alternance, parce que dans le fond c'est ça cette élection législative, et c'est là où elle est vraiment différente de toutes les autres, c'est que c'est celle d'un choix de vie. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut le Rassemblement national, ou est-ce qu'on veut que ça continue comme avant, ou voilà, c'est aujourd'hui ça le véritable choix. Ça me fait penser un peu, dans le fond, alors que c'était une présidentielle, mais un peu à mai 80, en 81, changer la vie, véritablement basculer dans un autre monde. Pascal Richer, sur ce qu'a dit Marine Le Pen, est-ce qu'elle s'adresse à ces 10 millions Oui, ça changera la vie. Je suis désolée. Oui, parce que la différence, c'est qu'en mai 80, il y avait un programme, on savait où on allait. Tandis que là, on va vers le précipice, quoi. On ne sait pas vers quoi on va, mais on sait que ça va être quelque chose de vraiment terrible. Le programme commun, rappelez-vous, on disait les chars arrivent... Oui, mais il y avait un programme. Là, vous avez un programme qui fluctue tous les jours. Et en fait, le seul point dur du programme du Front National, c'est effectivement les questions qui sont liées à l'immigration d'un côté et à la sécurité de l'autre. Tout le reste, ça fluctue, on ne sait pas trop où on va, quoi. Donc, oui, changer la vie, c'est... la phrase, on n'a pas tout essayé. Quand vous dites changer... non, mais quand je dis changer la vie, c'est, par exemple, sur les binationaux, enfin, faire une différence entre des Français qui seraient bien français et puis des Français de seconde zone. Donc, pourrir la vie, oui. Passer outre le Conseil constitutionnel, les normes, la hiérarchie des normes en Europe, etc., j'estime que c'est changer la vie, oui. C'est démocratie libérale ou pas? C'est un peu ça le curseur? Oui, non, mais juste par rapport à parce que votre question, c'était à qui sur les paroles d'ordre de Marine Le Pen. Elle ne s'adresse pas que à ces 10 millions d'électeurs, parce que ceux-là, ils sont acquis. C'est d'ailleurs frappant, aussi bien avant le premier tour que là, avant le second. Ils sont acquis, on voit... Et quand je dis qu'ils sont acquis, c'est, disons que vous savez, dans les sondeurs, puisqu'on les a cités, Ipsos, avec qui nous-mêmes nous travaillons, IFOP, qu'on a cité tout à l'heure là, en début d'émission, et d'autres, ils mesurent également la sûreté du choix. Et ce qui était frappant dans ces deux scrutins, c'était d'ailleurs le cas également au scrutin européen, c'est à quel point c'est justement dans la famille RN, si je puis dire, cette famille d'électeurs-là, que la sûreté du choix est la plus forte. Donc ceux-là, ils vont pas changer entre les deux tours. En fait, quand elle s'adresse, quand elle fait cet appel, quand elle dénonce en quelque sorte l'UMPS, et c'est vrai, ça rappelle un peu, c'est l'établissement, le système, l'establishment de son père, de Jean-Marie Le Pen. Mais bref, cette idée-là, c'est pour convaincre d'abord les abstentionnistes, parce qu'il en reste. On avait 68%, un peu plus, au premier tour. Là, au second tour, voilà. Là, c'est à peu près un taux un petit peu inférieur qui est attendu. Parce que justement, le risque, c'est qu'il y en ait qui aillent à la pêche, qui n'aient pas envie de cette offre qu'on leur impose en quelque sorte. Et donc, c'est vrai, les abstentionnistes, il faut mobiliser. C'est vrai pour chacun des camps, bien évidemment. Elle le fait pour le sien. Abstentionniste, mais elle s'adresse aussi à ceux des électeurs. Et ça, il peut y en avoir aussi bien à gauche. Par exemple, un électeur LFI, vous croyez qu'il a envie de voter pour un candidat Renaissance, c'est-à-dire ceux qui ont promu la réforme des retraites, qui pourrait être insupportable, et d'autres réformes. Et évidemment, aux électeurs de droite LR, qui n'ont absolument aucune envie d'aller voter pour... ils désistent. Ils se désistent. Non, ils peuvent s'abstenir, ils peuvent... Pardon ? C'est LR, justement. Pour qui vont-ils voter ? On peut penser que quand ils sont plus représentés, d'abord, il n'y a aucune consigne chez LR. Vous aurez remarqué qu'il n'y a évidemment aucune consigne pour aller à LFI. Et surtout, et aucune non plus pour faire du barrage anti-RN. Voilà, ils sont plutôt tentés par le RN. Alors, pas tous, il ne faut pas faire de presse cette intention. Mais enfin, il y a ces possibilités-là. Et donc, c'est très précisément à tous ces électeurs que s'adresse Marine Le Pen. Dernière chose, c'est quand même vrai qu'à chaque élection, en général, le deuxième tour amplifie le premier tour. C'est pour ça que, bien sûr, il y a les sondages, mais attention aux projections. C'est vrai que c'est pour les républicains, pour ceux qui n'ont pas envie de tomber dans une démocratie illibérale, parce que c'est ça qui se choisit, de ça qu'il s'agit, la France risque de rejoindre ce club qui ne cesse de s'étendre à travers le monde, des démocraties illibérales, où au fond on s'assoit un petit peu sur ce qui fait quand même le fondement de nos systèmes républicains démocratiques. C'est ça le choix de société. Je suis d'accord avec Henri, il faut faire très attention à ces sondages, parce que d'abord, il y a un effet démobilisateur pour beaucoup d'électeurs. Si je dis, finalement, le Rassemblement national n'aura pas la majorité, donc tout va bien, etc. Et puis d'autre part, on se rend compte que les sondeurs, ils sont souvent dans le noir. Souvenez-vous, à la dernière élection, 2022, on annonçait 50, aux dernières projections avant les élections, on annonçait 50
députés Rassemblement National, il y en a eu 88 ou 89. Ouais, 88. Donc il y en a eu quand même beaucoup plus, quoi. Donc ils peuvent se tromper lourdement. Ouais. Et là, pour faire des sondages et faire des projections de sièges, c'est très très compliqué parce que vous êtes obligé de faire des sondages dans une circonscription. Par exemple, si vous avez un RN et un macroniste qui sont en duel, vous faites un sondage sur cette circonscription. Et ensuite, en fonction des intentions de vote que vous avez perçues dans cette circonscription, vous allez la copier sur d'autres circonscriptions qui ressemblent un petit peu à celle-là, avec un duel rassemblé. Mais en fait, ces autres circonscriptions ne sont pas les mêmes. Ils ont d'autres problèmes et d'autres problématiques. Donc c'est très très difficile d'avoir une image précise de ce qui va se passer. Un mot peut-être sur ces candidatures du RN, du Rassemblement National, Roselyne. Il y a toutes sortes de dérapages qui ont été... il a dit qu'il allait exclure les brebis galeuses. Hein. Ça, ce sont les termes de Jordan Bardella. Mais manifestement, il y a une preneuse d'otages dans la Mayenne qui, elle, a priori, reste. Il y a un candidat aussi sous curatelle qui est maintenu. Est-ce que ça affaiblit le RN ou pas ? Disons que le projet, c'est la mise sous projecteur qui affaiblit, parce que rappelez-vous, en 2017, sur Emmanuel Macron qui ouvrait à la société civile, on a eu quelques surprises aussi, quelques désagréments avec des gens qui n'étaient pas formidables. Bon, là, c'est pas une question de défendre le Rassemblement national, mais enfin, j'ai envie de dire que les brebis galeuses, il y en a un peu partout. Dans chaque corps de métier, dans chaque société, il y a des c'est le principe du troupeau. Dans le troupeau, il y a une brebis. Alors en revanche, la vraie brebis galeuse, et c'est vrai que ça la fout assez mal, c'est cette candidate qui pose avec une casquette nazie. Une casquette nazie. Alors est-ce qu'elle a été exclue ? C'est pas très aidant pour eux. Oui, elle a été exclue. Oui, elle a été exclue. En revanche, excusez-moi, mais on ne peut pas comparer les brebis galeuses du Rassemblement national d'aujourd'hui avec celles des macronistes de 2017, parce que aujourd'hui le problème c'est que c'est aussi des dérapages xénophobes, sexistes, conspirationnistes, des appels à la violence, des candidats qui ont participé à des groupes d'ultra-droite. Et qui sont maintenus. Hein. Ceux-là sont pas exclus. Non, mais je parlais, par exemple, je faisais référence, pardon Pascal de te couper, mais je faisais référence quand je disais à 2017, à cette femme justement, dont on sent que, question neurones, c'est pas tout à fait ça. D'accord. Paul Vert de Soras. Mais il y a brebis galeuse et personnalité un peu mal choisie. Voilà, je veux juste clarifier. Il ne faut pas mélanger les... Non, voilà. Parce que cette dame-là, celle qu'on a vue, pas celle-là, mais celle qu'on a vue, là, pour le coup, je ne suis pas sûr qu'elle fasse perdre des voix au Rassemblement national. Je pense au contraire, les gens vont se dire, oui, au moins elle a la parole avec le Rassemblement national, et puis c'est quelqu'un qu'on peut croiser dans la rue, etc. En revanche, celle-là, oui. Celle-là, ça peut faire du mal. Ça peut faire du mal, parce qu'il y a encore des nazis dans la sphère du Rassemblement national. Il faut le dire, quand même. Et donc, cette image-là, effectivement, je pense que ça peut faire du mal. Oui, on a vu par exemple, pour faire une comparaison, pas en Allemagne par exemple, l'AfD, le mouvement d'extrême droite, pour le coup vraiment quasiment néo-nazi en Allemagne, a perdu des voix aux dernières européennes quand la lumière a été mise justement sur des comportements justement nostalgiques du nazisme. Maintenant, oui, c'est vrai qu'il y a des brebis galeuses, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont quand même vraiment galeuses de manière inadmissible. Hein. C'est vrai que il y a un seuil dans la brebis galeuse. Non, oui, parce qu'il y a le seuil républicain. Il y a le seuil, est-ce que vous adhérer aux valeurs ou pas, être un peu, moi je ne veux pas être désobligeant vers des candidats mais qui n'ont pas forcément une culture politique que arborent la plupart des députés, des élus, encore que ça se perd de nos jours. Mais bon, et ça c'est une chose, mais aller à l'encontre d'un minimum, d'un corpus de valeurs démocratiques républicaines, non, ça c'est pas admissible. Donc c'est ça. Mais c'est justement là-dessus que tablait Emmanuel Macron. Quand il fait cette dissolution comme ça le 9 au soir, il table justement sur la rapidité, sur le côté extrêmement éclair. Et donc en se disant que jamais le RN ne trouvera 577 candidats, que jamais la gauche n'arrivera à s'unir après les invectives, les anathèmes qui se sont jetés pendant 3 semaines. Et donc, mais rappelez-vous par exemple 2015, la campagne des régionales, où vraiment 3 régions étaient sur le point de basculer dans l'escarcelle du RN. Mais rappelez-vous les candidats qu'il y avait. Il y avait des gens qui ne savaient même pas qu'ils étaient candidats, qui étaient en EHPAD ou ailleurs et qui l'ignoraient. Il y a des moments dans nos sociétés. Mais bien sûr. Mais il y a des moments dans nos démocraties. Et c'est pour ça, moi, je
reviens sur ce thème de démocratie libérale, il y a une fatigue démocratique apparemment dans le monde occidental depuis un certain temps. Et donc vous mettez une casquette estampillée de tel ou tel parti, en général du parti populiste, à un âne, et l'âne sera élu. Et ça, c'est dramatique, mais c'est un phénomène. Alors là, on verra cependant s'il n'y a quand même pas un effet, parce que ce qu'on a constaté aussi, voilà, parce que ce qu'on a constaté quand même à ce premier tour, et également aux européennes, c'est que l'électorat RN s'est considérablement élargi. C'est-à-dire que maintenant, il atteint des sphères dans lesquelles il ne pénétrait pas avant. C'est-à-dire, par exemple, les cadres, par exemple, alors, les jeunes, c'était déjà le cas, mais quand même de plus en plus, y compris des jeunes étudiants, bref, des milieux à la fois socio-professionnels et géographiques où il n'était pas auparavant. Et donc maintenant, étant donné qu'il est plus diffusé, peut-être que ça pourrait avoir un effet repoussoir auprès de absolument. Ce public-là. Ouais. Un mot sur les violences, tout de même aussi, Pascal Richet, contre Prisca Thévenot, victime avec son équipe d'une agression lors d'une opération de collage d'affiches. C'était hier. Il y a eu aussi une agression contre une candidate du RN. Est-ce que c'est inédit? Est-ce qu'on est dans une tension particulière ou est-ce que finalement c'est déjà arrivé? On ne peut pas dire que ce soit inédit. Il y a toujours eu des violences entre colleurs d'affiches dans l'histoire de nos républiques. Maintenant, je pense qu'on est dans un moment de polarisation de la société qui est brutal, qui est violent. Les mots sont violents, on sent bien. Il y a eu cette série qui s'appelle La Fièvre, qui, je trouve, qui a bien saisi ce moment, qui a bien saisi qu'on était dans une période où on perdait un peu de vue la vérité, le désir d'apaisement, enfin des valeurs qui sont censées nous tenir ensemble, qui commençaient à s'effilocher. Donc c'est clair que oui, il y a un moment qui est un peu dangereux. Et ça fait craindre un petit peu de ce qui peut se passer par la suite, quoi. Roselyne. Oui, donc ça veut dire éventuellement, d'ailleurs, le soir, dimanche soir, plus de policiers prévus, enfin peut-être des débordements. Oui, alors c'est vrai que Emmanuel Macron avait promis qu'il serait le barrage contre l'extrême droite. Vous vous souvenez, le Premier ministre Édouard Philippe avait dit « je veux recoudre la France ». Mais en fait, cette France, elle s'est superposée depuis, on va dire, une trentaine d'années sur à la fois des incohérences, des manquements, des impensés, notamment pour l'immigration, sur le pouvoir d'achat aussi, sur le sentiment, le ressenti des Français, sur la disparition des services publics dans les zones rurales. Ce sentiment de déclassement. Mais ça, c'est pas un phénomène uniquement français, il est mondial et aussi européen. Donc on rentre, nous, comme si forme de... Le libéralisme avait un peu atteint aussi, ou en tout cas donné le sentiment à certains qu'ils n'étaient plus protégés. N'étaient plus protégés, en tout cas au niveau social, qu'ils étaient oubliés et maltraités en quelque sorte. C'est ce sentiment-là. Après, sur la violence, c'est quand même encore autre chose que ce sentiment de déclassement dont vous parlez. C'est de la colère. Donc, oui, non, mais c'est vrai qu'on a eu l'impression que des digues ont lâché ces dernières semaines. Ça, c'est très clair. Et en effet, c'est quelque chose... il faut revenir vraiment à une vertu politique un peu plus partagée. Cela dit, cette violence, là, c'est frappant parce qu'elle s'est prise dans un champ politique bien précis. Mais enfin, ça fait un bout de temps que maintenant, en France, elle se déchaîne pour un oui, pour un non. On a vu quand même tout ce qui a émaillé ce quinquennat. Il suffit de penser Alors, c'est pas uniquement une question de violence, bien évidemment, mais regardez le mouvement des Gilets jaunes, quand même, dans sa durée, dans son intensité et dans les degrés de violence. Ce n'était absolument pas que ça, les Gilets jaunes. Néanmoins, dans les degrés de violence qu'il a pu atteindre par moment, regardez le mouvement contre les retraites. Bref, à chaque fois, désormais, et puis même sous le quinquennat Hollande, à la fin, les lois El Khomri, la protestation, avaient été aussi émaillées d'incidents qui deviennent aujourd'hui devenus banals. Vous n'y voyez pas un contexte plus particulièrement dur. Je vais vous dire, moi, j'ai l'impression que là où il y a un contexte, c'est plus dans la parole que dans les actes. Clairement, il y a une parole, c'est vrai, raciste, qui se lâche désormais, comme si des choses devenaient autorisées. C'est-à-dire et on s'en cache pas. Il y a ce fameux épisode d'une émission où une dame, je crois, et son mari insultent leur voisine de couleur noire. Enfin, c'est vraiment... c'est comme ça, à visage découvert, sans se gêner à la télévision. Je veux dire qu'il y a un racisme comme ça qui s'exprime sans hésitation. Et ça, c'est vraiment... Il faut revenir à la raison, quoi. Oui. On a perdu la raison, en fait, au sens d'Aristote. Oui, le respect. Il n'y a plus de raison. On est à la fois dans le fantasme, la déraison, le contraire de la raison, et dans ce que je ne sais plus qui avait théorisé et repris par Emmanuel Macron sur l'ensauvagement, le nouvel ensauvagement. Pascal Richet.
sur cette violence, ce contexte en particulier? Non, vous n'y voyez pas, vous? Non, enfin, moi je pense qu'il y a aussi... effectivement, il y a un phénomène mondial de cette montée du populisme et du rejet des systèmes, etc. Donc il faut l'analyser. Et à mon avis, le problème central, c'est qu'on a un système économique, mondial ou occidental en tout cas, qui est à bout de souffle et qui ne correspond pas à ce que les gens... à la façon dont les gens veulent vivre leur vie. Donc il faut changer ce modèle. Et c'est très compliqué parce que c'est une idéologie qui est maintenant ancrée depuis la Deuxième Guerre mondiale, voire avant, qui est une idéologie libérale, disons, avec le marché, avec des forces comme ça qu'on estime ne pas pouvoir domestiquer, et qui crée des tensions, des inégalités, des choses qui entretiennent, je ne dis pas que c'est la seule raison, hein, mais qui entretiennent... C'est une des raisons pour vous de... oui, évidemment. Évidemment. Et là, Emmanuel Macron, si on fait son bilan, en fait, dans tout ça, on oublie de faire son bilan, mais si on fait son bilan, eh ben, je pense qu'il a aggravé cette situation. Il a aggravé cette situation, la réforme sur la retraite, je pense, ça fait monter le Front National. Oui, mais d'un autre côté, et en même temps, il y a eu les 11 milliards donnés pour les Gilets jaunes. Il y a eu pendant le Covid... Oui, mais les Gilets jaunes... Combien ça coûte? Les Gilets jaunes, ils ne sont pas apparus nulle part. Ils sont apparus parce qu'il y a eu des erreurs politiques. Non, mais je veux dire aussi qu'il y a des choses qui ont été faites. Faut pas oui, les pompiers et pyromanes, ils sont aussi pompiers, vous avez raison. Mais le combien ça coûte, par exemple, c'était protecteur. Voilà. Oui, ça, il a bien fait. Oui, il a bien fait. Le quoi qu'il en coûte. Le combien ça coûte. Pardon, le quoi qu'il en coûte. C'est le titre d'une émission. Le quoi qu'il en coûte, oui. Le quoi qu'il en coûte, c'était protecteur. Non, mais je ne dis pas que le bilan est entièrement noir, hein, mais je pense qu'il y a eu des décisions qui ont été prises qui n'ont fait qu'aggraver le problème. Jordan Bardella, en tout cas, vers quel 8 juillet se dirige-t-on? Jordan Bardella, lui, croit en une majorité absolue. Il affirme d'ailleurs qu'il gouvernera que s'il a la majorité absolue. Et s'il manque quelques sièges, eh bien, il gouvernera avec d'autres. Il a dit qu'il avait déjà un gouvernement dans sa tête, que Éric Ciotti, d'ailleurs, serait amené à exercer des responsabilités. Henri Vernet, en cas de cohabitation, si on fait le scénario, effectivement, qu'ils ont la majorité absolue, même si dans les derniers sondages, on dit qu'ils auront plutôt une majorité relative, mais on ne peut pas l'exclure. Qu'est-ce que ça peut donner, Bardella, Macron, une cohabitation dure? Bah oui, clairement, ça sera une cohabitation dure. D'ailleurs, tous les deux, enfin quand je dis tous les deux, c'est-à-dire Le Pen comme Bardella, ont déjà affiché la couleur. Hein. Marine Le Pen, quand elle a commencé par dire que, par exemple, le fameux terme de chef des armées, en réalité, c'est un rôle qui serait purement honorifique. Bardella, en affirmant immédiatement qu'il y a des décisions qui devraient être partagées sur la scène européenne, notamment. Alors même si l'étranger, de toute façon, ne serait clairement pas leur priorité si jamais ils arrivaient à Matignon, c'est-à-dire à une majorité, alors oui, en effet, soit une majorité absolue, c'est-à-dire 289 au minimum sièges, soit un peu moins, 275. Avec quelques alliés. Avec quelques alliés, parce que le pouvoir appelle le pouvoir. Hein, donc vous avez des ralliements. Quand vous êtes vraiment tout près, il y a nos problèmes. Ils auraient quelques ralliements. Mais s'ils sont aussi loin que là, les sondages, on verra demain, l'Ipsos le disent pour l'instant, là, pour le coup, ce sera beaucoup plus problématique. Mais donc, oui, dans ce cas-là, une cohabitation très dure. On a vu également les termes, tout simplement, employés avant-hier par Marine Le Pen sur le coup d'État technocratique, ou je ne sais plus quel administratif, en dénonçant par avance des nominations. Alors, cela dit, c'est vrai que c'est un peu désagréable, hein, le fait de... mais ça, tous les pouvoirs le font. Mais ça, c'est très français. Oui, mais... C'est pas spécialement macronien que ce soit. C'est français, c'est cet État où c'est vrai, où on se croit permis bien des choses. Il y a aussi beaucoup de choses à revoir dans notre exercice du pouvoir en France. On a beaucoup à apprendre des démocraties voisines. Néanmoins, je laisse Roselyne, mais voilà, on voit qu'en effet, le ton d'une cohabitation conflictuelle est donné. Ce sera pas rappelez-vous, vous étiez extrêmement jeune, mais Balladur Mitterrand, on avait appelé ça la cohabitation de velours. Là, ça serait vraiment pas une cohabitation. Ce serait le contraire. Si, effectivement, il y avait comme ça par opposition à la cohabitation Chirac. Oui, mais là, ce qui est différent, je trouve, c'est que... c'était très dur. Mais je crois que si on parle d'une cohabitation de combat, mais on n'aura jamais vu ça. Parce que tous ceux qui étaient d'abord... président de la République, il pouvait se représenter. Ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Macron, qui est un peu le lame duck. Mais surtout, ce qui est fascinant de la part de Marine Le Pen, c'est qu'elle critique une fonction à laquelle elle est censée vouloir accéder. C'est-à-dire que pas de rôle, un rôle honorifique pour la politique étrangère, le coup d'État administratif, etc., alors qu'on n'est quand même pas un spoil system à l'américaine,
Donc, il ne faut pas pousser mémé dans les orties, pardonnez-moi. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est étonnant. Et est-ce habile de sa part de critiquer une fonction qu'elle décide un jour qu'elle veut occuper. Parce qu'elle réagit. Alors effectivement, du temps de Mitterrand-Chirac, puisque vous le citiez, il y avait une sorte de division des tâches en fonction de la Constitution. C'était on va consulter littéralement cette Constitution avec donc un gouvernement, un chef des armées, donc le président, qui c'était presque le domaine réservé. On disait pour François Mitterrand, et puis le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. En fait, en cas de cohabitation, le président a peu de pouvoir. Il intervient sur la nomination du ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Défense. Ça, ils doivent le décider ensemble. Et après, il participe aux sommets internationaux. Donc, effectivement, en matière de politique étrangère, il intervient, sauf qu'il n'a pas le budget non plus. Il ne peut pas tout faire en matière de politique étrangère, puisque le budget, c'est le Premier ministre qui l'a. Et sur le reste, sur la politique intérieure, il a quasiment aucun pouvoir. Il peut bloquer des ordonnances, mais on n'a pas besoin d'ordonnances si on a une majorité. Donc voilà, effectivement, le président Macron, il risque, si jamais c'est ce scénario, il risque de passer 3 ans à s'ennuyer dans son château. Sur la guerre, en tout cas en Ukraine, il y a une vraie différence entre le RN et Emmanuel Macron. On va écouter Raphaël Glucksmann, c'était ce matin sur France Inter. Avec le souci de la sécurité de l'Europe, avec le souci de la guerre en Ukraine, de la nécessité de continuer et d'accélérer l'aide à la résistance ukrainienne, avec l'inquiétude fondamentale, existentielle pour l'Europe d'un triomphe de Vladimir Poutine. Tout ceci doit nous conduire à faire barrage au Rassemblement national, parce que là, c'est la 5e colonne de Vladimir Poutine qui peut prendre le pouvoir dans notre pays. Vous avez vu hier, le ministère des Affaires étrangères russe a appelé quasiment à voter pour le Rassemblement national. Moi, je les ai vus au Parlement européen voter contre l'aide à l'Ukraine, voter contre l'industrie de la défense européenne, voter contre tout ce qui permettait de sanctionner le régime russe et les milices Wagner qui pourtant s'en prenaient directement à nos soldats. Ce sont ces gens-ci qui peuvent prendre le pouvoir dans notre pays. Henri Vernet, là, il met bien tout de même le doigt sur une différence très très claire entre Emmanuel Macron et le Rassemblement national. Oui, non, mais ça c'est parfaitement exact. Ils disent qu'ils veulent continuer à aider l'Ukraine, mais pas d'armes à longue portée. Oui, pas d'armes à longue portée, pas d'envoi d'instructeurs militaires et encore moins évidemment de troupes, même si c'est pour l'instant uniquement dans la tête d'Emmanuel Macron. Néanmoins, ça pourrait être envisagé un jour. Enfin bref, tout ça. Et sur les Mirages, les fameux Mirage 2000-5 qui ont été promis, ils pourraient aussi revenir dessus. Leur position n'est pas claire dessus, sur les différents autres points, oui. Mais c'est vrai que là aussi, comme sur bien d'autres domaines, et notamment en matière d'économie, ils ont tendance à faire patte de velours, à noyer un peu le poisson. Mais non, la réalité, on sait très bien que c'est un régime qui n'a pas de grande sympathie. Un mouvement. Ce n'est pas encore un régime, mais espérons que ça ne devienne pas un régime, notamment au sens italien du terme, où régime veut dire un système néo-fasciste. Mais c'est un mouvement qui n'a aucune sympathie enfin, en tout cas, qui en a davantage pour Poutine que pour le reste. C'est vrai que les moyens... Là, Raphaël Glucksmann, il décrivait ce qui se passait au Parlement européen. Moi, j'ai discuté l'autre jour avec Jean-Louis Bourlange, qui était jusqu'il y a peu président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, et qui me disait la même chose, que dans sa Commission des Affaires étrangères, il voyait bien les élus RN, faire, en gros, prôner des mesures qui étaient un peu du Brexit en pièces détachées, par rapport au budget européen, et être évidemment en dessous de la main sur l'Ukraine. Bon, donc oui, ça ferait une vraie différence. Imaginez si jamais le RN, Jordan Bardella arrive à Matignon, plus un Trump qui arrive à la Maison-Blanche en novembre, clairement, Zelensky, les Ukrainiens ont du souci à se faire. Oui, ça c'est évident. En fait, si jamais Bardella prend la majorité de ce Parlement, le jour où il sera Premier ministre, il y a quelque chose qui va mourir, c'est l'ambiguïté stratégique que Macron entretenait vis-à-vis de la Russie, quand il disait peut-être qu'on enverra des troupes au sol, etc. Enfin bon, tout le monde disait waouh, etc. Mais c'est vrai qu'il lançait ça, il y avait une ambiguïté. On ne savait pas jusqu'où il était prêt à aller pour défendre l'Ukraine. Tandis que là, on saura. Le jour où le Rassemblement national arrive, cette ambiguïté disparaîtra. Et les Russes sauront où est exactement la ligne qui ne sera pas franchie par la France et certains de ses alliés. Donc quand on dit que Jordan Bardella pourrait faire du Giorgia Meloni, on l'a quand même beaucoup entendu. Alors, Roselyne. Oui. Alors, le problème, c'est que Vas-y, Roselyne. Non, mais le Rassemblement national regarde plutôt du côté de Salvini que du côté de Meloni.
Parce qu'il est vrai que... Bardella aussi, voilà. Mélanie, elle a été, au fond, elle s'est heurtée au principe de réalité. Rappelez-vous de Tsipras, alors c'est un autre sujet, en Grèce, qui avait promis de renverser la table. Il n'a rien renversé du tout, à part la table de nuit ou le pot de chambre. Mais en vérité, ce sont des gens qui se recentrent quand ils ont le pouvoir. Alors, est-ce que ce sera le cas si Marine Le Pen et... Enfin, je dis Jordan Bardella. De toute façon, Jordan Bardella... Pardon, il ne faut pas se mentir, c'est la marionnette de Marine Le Pen. Donc, voilà. À voir. Un mot sur... Non. On verra en 2027 s'il lui pique la place. C'est possible qu'ils évoluent effectivement sur ces questions de l'OTAN, du rapport à l'OTAN. Déjà, ils devaient... ils voulaient sortir du commandement intégré. Ça, ils ont reporté cette décision. Enfin, on sent bien qu'ils peuvent se rapprocher de Mélanie. En fait. Alors, l'autre possibilité avec cette majorité relative du Rassemblement national, comme donc le montre le tout dernier sondage, Gabriel Attal évoque une majorité plurielle. Est-ce qu'une coalition, Pascal Richet, entre le PS, qui irait donc du PS jusqu'à LR, donc un très large centre, est-ce que ça peut marcher et qui d'ailleurs pourrait l'incarner? Ça dépend de ce que vous appelez coalition. En fait, il y a plein de scénarios possibles, donc c'est très très difficile. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous avez 3 blocs et que personne n'a la majorité, il faudra bien trouver une solution. Parce que le pays doit marcher de façon, s'occuper du quotidien. On a besoin d'un État, on a besoin d'un budget, etc. Donc c'est des raisons très pragmatiques. Et puis 2, il faut bien changer quelque chose pour éviter que se renouvelle ce qu'on est en train de vivre. Donc il faudra bien rebâtir des politiques, etc. Donc moi j'imagine qu'il y aura une force qui poussera ces gens à mettre en place, mettons, un contrat de législature, par exemple, basé sur 5 ou 6 points d'accord, 5 ou 6 réformes à engager, et sur lesquelles ils tomberont d'accord. J'imagine, mais évidemment, pour l'instant, tout cela est bien flou, comme disait tout à l'heure Henri Vernet. C'est le principe du consensus, c'est-à-dire que justement, le consensus, chacun fait un pas vers l'autre. Donc, est-ce qu'ils seront d'accord pour revoir la réforme des retraites, sur l'immigration, sur l'ISF voilà, donc le SMIC à 1 600 €. Ça dépendra du rapport de force à l'intérieur. On ne sait pas. Si par exemple, le Front Populaire a plus de sièges que prévu, ils seront en mesure de dire on veut un SMIC à 1 600 €. Est-ce qu'effectivement, à droite, il serait OK? Tout dépendra de où sera l'épicentre à ce moment-là de cette coalition. Mais quand même, une chose, donc elle sera plutôt, a priori, toujours d'après les sondages, elle sera quand même malgré tout plutôt à gauche. Alors est-ce que ce sera la gauche telle qu'elle est aujourd'hui formatée dans le NFP, le Front Populaire, donc avec LFI, qui quand même, comme ça a été dit tout à l'heure, sera le groupe, parmi les 4 groupes de la composante, sera celui qui aura le plus de députés? On ne sait pas, ils peuvent perdre des plumes. Oui, mais enfin, disons, oui, non, vous avez raison. Ok, n'agirons pas donc on va voir où se place ce curseur à gauche. Déjà, exactement. Ou alors, est-ce que vraiment Renaissance et ses alliés sauveront les meubles, donc Ensemble sauvera les meubles et sera quasi équivalent à la gauche? Bref, tout ça, on pourra le voir que dimanche soir. Néanmoins, il faut quand même voir une chose, c'est que c'est ce qui a été essayé pendant 2 ans et ça n'a pas marché. C'était à l'époque, il ne s'agit non pas d'un contrat de gouvernement comme on le fait par exemple en Allemagne, très régulièrement, mais attention, en Allemagne, par exemple, un contrat de coalition comme il y a actuellement entre les libéraux, dominés par pendant des mois. Mais c'est négocié pendant des mois, ça fait 400 pages, ça rentre dans... C'est paragraphe par paragraphe sur la moindre politique. Et en plus, et puis dernière chose, c'est qu'en plus ça marche pas bien. Parce qu'en réalité, entre les libéraux notamment et Scholz, et puis les alliés verts, ça se passe pas bien du tout. Aujourd'hui, quand vous allez à Berlin, vous savez pas si vous vous adressez au ministre, au chef de parti, enfin bon, bref. Donc même en Allemagne, ça marche pas si bien que ça. Et surtout, l'Allemagne est conçue pour ça. C'était vraiment conçu pour qu'aucun parti ne refasse le coup du NSDAP, enfin du national-socialiste, et se retrouve majoritaire. Bref, donc en France, ça aurait quand même du mal à marcher. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les réformes... Voilà, on a connu la 4ème République avec des gouvernements qui tombaient à peu près tous les 6 mois. Et tout ça nourrit l'antiparlementarisme et l'antipolitique. Et donc ça fait, ça fait le un contrat à plus long terme. On va écouter François Ruffin, puisqu'on parlait justement de la gauche. Il annonce sa rupture avec Jean-Luc Mélenchon. J'ai refusé l'investiture de la France Insoumise il y a 15 jours. Mes désaccords avec Jean-Luc Mélenchon sont connus, ils sont profonds, sur la démocratie, sur le bruit et la fureur plutôt que la force tranquille. Et donc, ma place ne sera pas dans le groupe La France Insoumise si jamais je suis élu.
Il a été interrogé sur RTL. Bon, là, clairement, il annonce sa rupture avec Jean-Luc Mélenchon, Roselyne. Oui, enfin, il y a quelques temps, je ne sais pas quand, Pascal, vous pourrez peut-être me le dire, il avait fait la une de l'Obs, justement, pour dire qu'il était social-démocrate. Donc là, il a, parce qu'il a donné plusieurs interviews où il parle carrément d'un boulet en parlant de Jean-Luc Mélenchon. Donc ce divorce-là, qui n'est pas un divorce à l'amiable, pourrait arranger les affaires de cette future coalition, où peut-être il arriverait à emmener avec lui, parce qu'il a dit qu'il ne siégerait pas avec LFI. Avec LFI. Il soit élu déjà. Hein. Oui, il faut qu'il soit réélu, parce que pour l'instant, absolument. Il est au second tour, hein, donc Pascal Richet. François Ruffin, sa trajectoire est très intéressante, parce qu'effectivement, il s'est recentré. Il essaye de se mettre au centre de l'équilibre de la gauche. Hein, et il y parvient. Alors là, ça s'est un peu accéléré quand Jean-Luc Mélenchon a décidé de faire une purge et de mettre des candidats face à Corbière, Simonet, Garrido, etc. Là, effectivement, il a fait un tweet très, très, très brutal contre Mélenchon et le ton a monté. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils se croisaient dans la même pièce, je ne sais pas comment ça se passerait connaissant l'autre. Donc, pour cette coalition, justement, lui, il pourrait incarner éventuellement. Moi, je ne pense pas. Il n'est pas encore assez central. Là, on est en train de faire de la prospective un peu café du commerce, mais s'il faut choisir quelqu'un, je taperais plutôt dans la droite du PS ou alors peut-être... Raphaël Glucksmann. Oui, Glucksmann. Pourquoi pas Tandelier, Boris Vallaud, par exemple, il ferait un bon Premier ministre. Rabault, ce genre de personnages. Oui, ou alors des anciens du style Bernard Cazeneuve. Il y en a un qui s'y voit déjà, c'est Michel Barnier, qui est déjà là. Cazeneuve, à mon avis, il est beaucoup trop à droite. Pardon ? Je pense que Cazeneuve est beaucoup trop à droite par rapport à l'équilibre. Mais attention, encore une fois, on verra bien où sera l'épicentre dimanche soir. Ça, c'est pour l'instant, pardon. Oui, où sera le curseur ? Oui, bien sûr. Bon, un dernier mot, il y a le gouvernement technique aussi. On me dit que c'est terminé, gouvernement technique, provisoire. Vous allez confier. Non, mais il y a des gens qui n'ont pas été élus. Des technocrates. Oui, je pense qu'il peut y avoir une combinaison des deux. C'est-à-dire qu'on peut dire pendant, par exemple, plusieurs mois, on laisse un gouvernement, peut-être celui-là, avec quelques techniques, etc., quelques techniciens, le temps qu'il y ait une négociation qui se passe dans une coalition, effectivement. Et cette coalition qui peut durer assez longtemps, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, comme on le voit en Allemagne. Et ensuite, il y aurait un gouvernement plus politique qui prendrait sa place. Et puis, dans un an, il peut redissoudre. C'est surtout ça qu'il ne faut pas oublier. C'est que si vraiment il y a blocage, il y a deux solutions. Il y a une redissolution dans un an, mais les Français risquent quand même d'être assez échaudés. Et puis, il y a le tabou du tabou, qui est la démission du président. Et c'est ça qu'agite quand même. Alors, Marine Le Pen fait attention de manier ça en ne le demandant pas directement. Néanmoins, si vous avez un blocage institutionnel total, il y a un moyen. Il faut bien trouver des façons d'en sortir. Mais ça, évidemment, il y a un seul maître en la question. Merci. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les scénarios du 8 juillet pour ce second tour des législatives en France. Merci Henri Vernet, merci Roselyne, merci à Pascal Richet, merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et en podcast.